Et donc c'est le thème de notre débat dans le live BFM avec vous, messieurs. Tout d'abord, impressionnant, intensité de ces orages hier. Pour autant, Stéphane Gine, est-ce que c'est surprenant? Est-ce qu'on peut être surpris? C'est pas surprenant en termes de type d'événement. Il y a 30 ans, je suis en Nouvelle-Zélande, je vois des grêlons de la même taille. Ce qui est impressionnant et ce qui est surprenant, c'est la fréquence, c'est la période à laquelle ça se déroule. Je vais prendre l'épisode de canicule qu'on a eu la semaine dernière. Normalement, il se déroule plutôt sur juillet-août. Là, depuis quelques années, on voit qu'il se décale plus précocement sur le mois de juin. Donc on a une vraie modification en termes de période et de fréquence. Et c'est impossible à prévoir. Alors, c'est pas complètement impossible à prévoir. Météo France fait des alertes. On a eu d'ailleurs une anticipation de l'épisode de canicule. Ce qu'on anticipe un tout petit peu moins, c'est l'intensité de l'événement. Enfin, les températures qu'on a eues la semaine dernière restent exceptionnelles. On parlait il y a encore même pas 15 jours de maximum à 44 degrés. On est allé largement au-delà la semaine dernière. Donc oui, la prévision en termes d'importance devient de plus en plus forte. Les orages, il y a un côté spécifique quand même dans le phénomène. Alors, les orages sont plus localisés. On a de plus des phénomènes. Alors, c'est une combinaison de facteurs. On a entre autres la modification de l'environnement, on a la modification du climat. Donc on a des comportements qui ne sont plus les mêmes. En vous écoutant, je me rappelais tout simplement, je me rappelais Andrew en 1991, considéré comme le cyclone le plus dévastateur de l'époque. Depuis, on a atteint des niveaux de pertes qui sont au moins 10 fois supérieurs à celui-là. L'unité, c'était le milliard en 91, on parle de dizaines de milliards désormais. Donc il y a aussi cet élément-là. L'avis du climatologue Éric Brun, c'est l'effet du réchauffement climatique, la canicule, ces orages maintenant? Alors sur la canicule, c'est évidemment beaucoup plus facile de faire le lien, puisque donc, ce qui s'est passé la semaine dernière, notamment le vendredi, avec ces températures qui ont battu des records absolument incroyables, c'est-à-dire atteindre quasiment 46 degrés en France, c'est quelque chose auquel je pense que personne n'aurait pu croire que ça pouvait être atteint aussi rapidement. Enfin, ce qui s'est passé, on est passé de 44 degrés 1, qui était le record maximum sur toute la période historique, donc des températures observées en France, passer tout d'un coup 1,8 degré plus haut, c'est à peu près comme si on passait aux 100 mètres de 10 secondes à 9 secondes. C'est le même genre de saut, donc personne ne pourrait le croire. Sauf que quand on conjugue avec le réchauffement climatique le fait que l'ensemble du globe est plus chaud en moyenne, ça se voit très très bien, les années s'alignent les unes après les autres, le jour où on a en même temps un phénomène météorologique un peu exceptionnel, on conjugue le fait que on est plus haut en moyenne et en plus on est en exception et tout d'un coup on va battre un record alors qu'on aurait pu rester quelques années comme ça. Ça, il n'y a aucun doute. C'est-à-dire, si on avait calculé la probabilité, je pense que les scientifiques vont le faire et il y aura des papiers très intéressants dans quelques semaines ou quelques mois, parce qu'il faut le temps de faire tous ces calculs, tout ça. La probabilité d'avoir eu 46 degrés en France, si on résume, si on arrondit à 1 degré près, était peut-être de 1 sur 1 million. Pas plus, compte tenu des statistiques. Et là, avec le réchauffement climatique, on est peut-être passé sur quelque chose de 1 pour 1000. Voilà, donc on a eu le phénomène exceptionnel, mais il n'aurait jamais pu se produire. Et on voit ces records de température battus partout. Et donc l'Organisation météorologique mondiale, qui organise un peu toutes les relations et les échanges de données entre les pays et les services météorologiques, donc, comme Météo France pour la France, donc a remis à jour ces records mondiaux de température. Ils ont été obligés puisqu'ils ont été battus en 2016 et 2017. Avec maintenant 54 degrés au Koweït. Donc voilà, on en est là, et le lien canicule-changement climatique ne fait aucun doute. Ça ne veut pas dire qu'on aura une canicule dans quelques jours ou dans un mois, c'est un autre problème. Mais on en aura de plus en plus dans les décennies qui viennent, et de plus en plus fortes, et de plus en plus longues, et surtout, comme vous l'avez dit, de plus en plus précoces, qui posent un certain problème. Et les 54 degrés, on pourrait les avoir dans quelques décennies chez nous. Jean-Louis, on sait que ça va arriver. Comment maintenant on se prépare ? Mais c'est difficile. Sur les prévisions, moi je voudrais quand même saluer le travail remarquable de Météo France. On a eu des prévisions extrêmement fiables à 8 jours quand même.
La canicule était annoncée et la fin de la canicule, on l'avait prévue pour le dimanche et c'est bien ce qui s'est passé. Donc on a fait des progrès considérables. Et les orages dans la foulée étaient inévitables. Alors c'est ça, mais tout ce qu'on voit, c'est une suite logique. Ce sont des événements en cascade qui sont liés au réchauffement global, qui provoquent des vagues de chaleur, qui sont à la fois plus nombreuses et plus sévères, ce qui n'est pas le cas des ouragans par exemple, qui sont simplement plus violents. C'est le cas des successeurs d'Andrew par exemple. Et canicule, pollution, puisque la chaleur favorise la formation de l'ozone. Ensuite, problème un peu partout pour la santé, évidemment, pour la circulation des voitures. Les orages, la grêle qui fait des dégâts. On l'a vu dans le département de la Drôme, qui a été ravagé par les orages il y a une semaine, à tel point que Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, dit qu'il faut qu'on revoie complètement le système d'assurance et de prévention, parce qu'on ne peut pas, tous les 3 mois, avoir une catastrophe de ce type-là et répondre dans l'urgence. Les problèmes sont complètement en cascade, donc je le disais, en plus de la santé, en plus de l'agriculture. Il y a les transports qui sont souvent embêtés par la dilatation des rails ou par les problèmes des caténaires. L'agriculture, on en a parlé, et puis la production et la fourniture d'électricité. Il y a eu des dizaines de milliers d'abonnés qui ont été privés de courant cette nuit. Enfin, les conséquences, on le voit, sont quand même considérables. Et on a l'impression finalement que tout est plus intense, tout est plus violent. On est entré dans une nouvelle ère. On a vu la taille notamment des grêlons, la taille d'une balle de tennis, c'est assez incroyable. Clairement, on rappelle toujours que des orages, des grêlons gros comme des balles de tennis. On en a vu dans d'autres périodes. En 1947, c'était la canicule référence, par exemple, en France. Mais il y a plus d'événements de ce type-là. Ils sont surtout plus sévères. Alors, comment on va réussir à calculer l'influence du réchauffement climatique global sur ces phénomènes météo extrêmes? L'Institut Pierre-Simon Laplace et Météo France est en train de mener un travail qui va essayer de dire, voilà, avec la canicule, avec 1 degré, avec 2 degrés de plus, on augmente de temps tel ou tel phénomène. Ça va être passionnant de remarquer ça. Mais c'est la première fois qu'on vit concrètement les conséquences du réchauffement climatique. Bienvenue dans le monde dangereux du réchauffement climatique. Jusqu'à présent, on parlait de 3-4 degrés à l'horizon 2100. C'est très très loin. Là, c'est quand on va chercher les enfants à l'école, qu'on n'a pas le droit de prendre sa voiture, etc., etc. Ça touche directement les gens, et je pense que l'épisode qu'on est en train de vivre est super important pour la suite des négociations, des décisions, des prises de position politiques qui vont devoir arriver d'une manière ou d'une autre. On ne peut plus faire autrement aujourd'hui. Parce que ça va avoir un coût, Stéphane Gine, tout simplement. Oui, c'est un énorme coût économique. Alors, on a cité les différents secteurs qui sont touchés. À Météo Protect, on privilégie pas, mais on pense que le premier secteur, c'est l'agriculture. Je cite régulièrement quelques exemples. La canicule de la semaine dernière, c'est 2 litres de production journalière en moins de lait par vache. C'est 18 millions d'euros de pertes sur moins d'une semaine. C'est irrattrapable. C'est en tout cas sur le cycle de l'année, c'est irrattrapable parce que voilà, c'est pas une usine, une vache. Un agriculteur me disait la semaine dernière, je perds 2 quintaux par jour avec la canicule. C'est 1 tonne, c'est-à-dire à peu près 10% de son rendement qu'il perd sur son blé sur une semaine. Je regardais il y a quelques jours un producteur d'oignons. L'oignon est sensible à partir de 33 degrés. Je sais pas, j'ai pas eu de contact avec lui, on voit bien qu'il a été très très fortement impacté. Vous avez probablement lu et entendu ce qui s'est passé dans le Gard et dans l'Hérault, où vous avez des cépages comme le Carignan, historiquement résistants à ce type de phénomène, qui ont été détruits à 60 à 80%. Donc on voit bien qu'on a une agriculture déjà fragilisée, parce qu'on est sur un secteur économique qui a du mal à trouver son équilibre, qui est très fortement impacté et qui doit trouver son modèle. Et ce qui est intéressant dans l'interpellation de Didier Guillaume sur le besoin d'un programme d'assurance différent, c'est quel est le modèle économique qui va permettre, via un outil privé, de porter ce type de nouvelle exposition. C'est tout l'enjeu du débat qui pose. Éric Brun, est-ce que selon vous, on fait suffisamment pour avancer, pour finalement évoluer avec notre ère, avec ce climat, ce réchauffement climatique? Est-ce que les pouvoirs publics mettent assez de moyens? Oui, alors en fait, il faut s'attaquer aux deux problèmes. L'un, c'est faire en sorte, c'est la priorité, que le changement climatique soit avec l'ampleur la plus faible possible. C'est tout l'enjeu de l'accord de Paris, donc pour laquelle... Ça, c'est réduire les gaz à effet de serre. Voilà. Parce qu'on sait que le réchauffement, il est déjà là. Hein, on le voit très bien maintenant, on est déjà à 1 degré de température sur le globe entier en moyenne. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus, près des pôles, sur les continents, dans les montagnes. On sait que ça va continuer, puisque de toute façon, les gaz qu'on a déjà émis et qui sont stockés dans l'atmosphère,
ils ne vont pas pouvoir se réduire tout seuls. Et pour l'instant, on continue à émettre. Donc l'enjeu, c'est surtout d'essayer de trouver la trajectoire d'émissions de plus en plus faibles. Il faudrait, pour qu'on ne dépasse pas 1,5 degré, de température moyenne de réchauffement global sur la planète, qu'on ait la neutralité carbone, c'est-à-dire que ce que l'homme émet comme gaz carbonique, l'homme soit capable, à travers les écosystèmes, à travers des moyens techniques, de puiser ce qu'il émet, ce qui est un challenge absolument énorme. Ça, c'est tout l'enjeu de l'accord de Paris, tout l'enjeu des engagements européens et de la France pour réduire les émissions, le fait de ne plus avoir de voitures à moteur thermique vendues à partir de 2040. Voilà, ça il faut le faire, parce que si on ne le fait pas, ce qu'on voit aujourd'hui, on le vivra en 10 fois, 100 fois pire dans 30 ou 40 ans. Et ça, on va le laisser aux générations futures. Et c'est tout l'enjeu des mobilisations de la jeunesse. L'autre côté, l'autre volet, c'est que comme il y a une part du changement climatique qui est inévitable, il faut s'y adapter. Ça a été longtemps vu. Alors, le gouvernement a lancé un plan national d'adaptation au changement climatique en décembre dernier, qui mobilise 12 ministères. Il y a des actions dans tous les domaines. Alors, il y a des actions, je dirais pas faciles, mais la canicule, comme on a parlé, voilà, tout le monde comprend le lien de plus en plus, le fait que les bâtiments doivent être construits, les futurs bâtiments qui vont être là pour 100 ans, parce que c'est à peu près la durée de vie quand on bâtit un bâtiment, ceux-là, il faut qu'ils soient prêts pour supporter des grands épisodes de canicule, que ce ne soit pas au prix de consommer énormément d'énergie pour la climatisation. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des solutions architecturales qui permettent de rafraîchir la nuit par naturel, etc., pour éviter de consommer quand même... Végétalisés, aérés, des toits blancs... Des villes mieux conçues. Tout ça, c'est en marche, c'est difficile, vous imaginez bien. On vit à Paris, par exemple, on vit encore dans l'ère Haussmann. Voilà, des choses qui ont été conçues, Oui, d'ailleurs, etc. on voit bien que ce n'est pas adapté. Voilà, c'est pas adapté, on l'a bien mais... senti, oui. On peut améliorer. Donc voilà, il faut que ça... Puis il y a des domaines, comme on l'a dit, avec les orages, par exemple, ces phénomènes violents. Par exemple, jusqu'à maintenant, il n'y avait pratiquement pas de preuves. C'est-à-dire qu'on n'était pas capable de détecter qu'il y avait plus de phénomènes orageux, de précipitations. Maintenant, on sait, on commence, mais parce qu'ils sont tellement rares et voilà, on peut très bien ne pas en avoir pendant 3-4 ans d'épisodes sévenols extrêmes, et puis tout d'un coup, on va en avoir 2 ou 3 la même année. Donc faire des statistiques avec tout ça, c'est extrêmement difficile, mais les scientifiques le font. Et là, donc, s'adapter à ces phénomènes-là, c'est beaucoup plus difficile. S'adapter, par exemple, au manque à la ressource en eau qui va être de plus en plus rare, les conflits d'usage, les besoins d'une agriculture qui est modérée, efficiente en eau et qui consomme le moins possible, ne pas gaspiller, utiliser l'eau à bon escient. Ça, ce sont des enjeux sur lesquels on peut effectivement travailler. Les agences de l'eau, par exemple, en France, ont des plans d'adaptation au changement climatique. Jean-Louis Caffier, pour les orages, pour les intempéries, est-ce qu'on peut aussi avancer, faire mieux sur les constructions, notamment sur l'habitat ? Oui, bien sûr. Pour les intempéries et les inondations, il ne faut déjà pas construire en zone inondable, ce qui est le cas depuis, depuis 150-200 ans en France. Sur le bassin de la Seine, par exemple, si on fait référence à la crue de 1900, il y a énormément de constructions et de services comme les transports qui sont aujourd'hui en zone inondable. Il y a une prise de conscience quand même depuis la grande crue. Oui, bien sûr. Mais la prise de conscience, elle est là. On a maintenant un peu partout décrété l'état d'urgence, donc notamment au niveau des conférences climat organisées par l'ONU, avec toutes les réserves qu'on peut émettre sur le travail et l'efficacité de la procédure. Mais l'état d'urgence, c'est bien. La mobilisation générale, c'est autre chose. Et on n'y est pas encore du tout. Ça va demander des efforts considérables de freiner l'augmentation du réchauffement climatique. Parce qu'il va continuer, là, à mon avis, on va allègrement dépasser le 5 degré d'ici à 2030 sur le rythme actuel. On est quand même à 0,2 degré de hausse par décennie, en ce moment. 0,2 degré. 1 degré aujourd'hui, ça veut dire qu'on atteint 1,5 en 2030. Et il n'y a pas de raison que ça change, parce que comme vous l'expliquiez très bien, ça reste 100 ans dans l'atmosphère, le dioxyde de carbone. 100 ans. Donc, tout ce qu'on vit aujourd'hui, ça a été émis en plein milieu, à la fin de la Première Guerre mondiale. Et c'est toujours là. Ça signifie que ce qu'on émet aujourd'hui, ça va être là encore en 2119. À peu près. Donc vous voyez que la machine climatique, elle est extrêmement lente à agir et à freiner. Et si on n'a pas des volontés politiques considérables sur notre manière de vivre, de nous transporter, de travailler, de nous nourrir, de nous déplacer, etc., on n'y arrivera pas. Donc il faut un effort considérable, mais pour le moment, on n'est pas sur ce chemin-là. Messieurs, vous avez déprimé tous ceux qui nous regardent là. Il faut que vous non, mais il faut être conscient des problèmes. Il faut être conscient des problèmes. Mais on va essayer d'être un petit peu positif et concret quand même avec des solutions.
Les solutions, on l'a dit, c'est favoriser la neutralité carbone le plus vite possible, donc faire en sorte que, par exemple, dans le secteur agricole, on puisse renforcer les puits de carbone, et ça existe, on va revitaliser les sols, remettre des petites bêtes dedans, au lieu de mettre du pétrole sous la forme d'engrais chimiques, et on va pouvoir progresser. Il faut absolument atténuer et donc réduire notre consommation d'énergie fossile, c'est une évidence. Un Français, ça émet 5 tonnes de dioxyde de carbone en moyenne par an. C'est là-dessus qu'il faut taper, mais la France n'est pas le mauvais élève. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus dangereux et problématiques. La note positive, c'est que je suis convaincu que le monde agricole, mais pas uniquement d'ailleurs, a intégré et qu'aujourd'hui, il y a des changements profonds dans la façon dont on conduit les cultures, dans la façon dont on les accompagne, qui sont en train de se mettre en place. Alors, je voudrais juste faire un arrêt sur ce que vous disiez qui est important. Le changement climatique, d'ailleurs, comme l'agriculture, ce sont des sujets de cycle long. Et je pense que c'est important d'y être stable dans la durée. Bon, donc les modifications, les changements de comportement, la prise de conscience, tout ça est en place. Je pense qu'il faut quand même prendre conscience que c'est aussi le changement de comportement dans le conduite des cultures, plus de sensibilité aux extrêmes. Donc on a un équilibre compliqué à trouver qui est modifions la façon dont on produit pour être plus respectueux et protéger notre environnement et donc le climat, mais on a aussi des épisodes qui seront de plus en plus sensibles. Ça, c'est une première chose. Moi, il y a un bénéfice positif que j'aime bien citer, puis c'est juste pour sourire. Les producteurs de bière jusqu'à 30 degrés sont ravis parce que par degré supplémentaire de température, on consomme 5% de plus de bière. Mais après, ça baisse. Mais ça baisse à partir de 30 degrés, donc après, on va s'arrêter. l'eau est plus efficace. Et puis, ce n'est pas que la bière, c'est tout ce qui est consommation. Vive les glaces aussi. Voilà, ça, c'est exactement. Donc, ça me rappelle un panneau dans une des manifs des gamins, il y avait « Sauvons la planète, il y a que là qu'il y a de la bière ». Voilà. Donc ça, c'était juste pour sourire, être un peu positif. Non, mais voilà. Donc en tout cas, je crois que les dynamiques sont en route. Éric Brun, Jean-Luc Caffier parlait, c'est intéressant, effectivement, la prise de conscience aussi de la jeunesse. Ça peut peut-être aider aussi les nouvelles générations comme ça qui s'impliquent sur ces questions si importantes. Oui, bien sûr. Enfin, quand on voit, moi, j'ai commencé la climatologie dans les années 80. Je m'intéressais au problème impact du changement climatique sur l'enneigement. À l'époque, c'était très précurseur, puisque le réchauffement n'était même pas encore détecté, mais on savait, les gaz à effet de serre, tout ça, il y avait déjà des scientifiques qui avaient très bien, il y a des rapports dans les années 70 qui sont extrêmement clairs. Donc, à cette époque-là, il s'agissait de convaincre. Et je pense qu'on a connu la période où il y avait des gens qui déjà considéraient que le changement climatique n'existait pas. Après, alors c'est toujours dans le climato-scepticisme, mais après que effectivement ça se réchauffe, mais c'est pas dû à l'homme. Maintenant, on a tout. Il n'y a plus personne pour dire que c'est pas dû à l'homme. Enfin, on trouvera toujours quelques personnes, mais c'est très rare. Voilà, mais dans la communauté scientifique, c'est partagé par tout le monde. Et maintenant, on est vraiment rentré dans l'ère de l'action. Je pense qu'il n'y a plus de doute, et cette action, c'est toute la société, comme on l'a dit, évidemment, au sein du gouvernement, et ça, c'est une action nationale de longue date, très, très forte, mais aussi les collectivités territoriales, les municipalités qui ont beaucoup de clés en main dans l'action. Et puis, il y a le poids de tout ce qui est individuel, et le poids aussi sur la puissance publique, et le poids donc lié à la jeunesse. Enfin, on l'a très bien vu récemment, et ça va croissant parce qu'eux savent que c'est le monde dans lequel ils vivent. Donc ils ne se posent plus la question de savoir est-ce que ça existe, quelle est la cause et tout, mais qu'est-ce qu'on doit faire, comment on peut peser partout, dans des comportements individuels, dans un poids. Quand on partage ce constat, petit à petit, les mentalités changent, et je pense que les médias jouent un rôle, et moi, enfant, je suis quand même très fier de la qualité de ce que l'on voit. Enfin, quand il y a eu la publication du rapport spécial du GIEC sur 1,5 degré au mois d'octobre, ça a été extraordinaire, la qualité des interventions, parler d'adaptation au changement climatique, comprendre tout ça. On est quand même dans un niveau où l'information est diffusée. Et donc cette jeunesse, c'est elle qui tient un peu les clés, y compris par ses propres exemples personnels. Faire attention à ne pas prendre de voiture, pas avoir de trop grosses voitures. Voilà, on peut très bien vivre heureux sans tout ça. Et si on ne fait pas ça, de toute façon, on arrivera à une situation où il sera impossible de vivre correctement. Merci beaucoup à tous les trois pour ce débat. Dans un instant, ce sera les prévisions de Christophe Persson qui nous annonce de nouveaux orages et puis la suite du débat. Oui, la suite du débat, effectivement, avec notamment ce grand contraste de température dans un même mois de juin. Il y a eu de la fraîcheur, il y a eu également cette fameuse canicule, la météo qui fait le yo-yo. On y revient dans le prochain débat.